Salut les Saiyans, chaque jour votre format d'anecdotes et infos méconnues sur Dragon Ball, le Chronoa Times est là pour vous informer. Et aujourd'hui, nous sommes le jour où Dragon Ball est entré dans la légende. Que s'est-il passé le 12 juin dans l'univers de Dragon Ball? On va voir ça tout de suite. Le 12 juin 1991 était diffusé pour la toute première fois au Japon l'épisode 95 de Dragon Ball Z, l'épisode légendaire. Puisqu'il s'agit de l'épisode où nos héros, qui pensaient être venus à bout du tyran, se font attaquer par Frieza qui jaillit de l'eau. En parallèle, sur la planète de Kaio, c'est la fin de l'entraînement pour Tenshinhan et les autres, qui parviennent à repousser, c'est le bon terme, l'escadron spécial en envoyant tous les soldats de Frieza valser en enfer. En termes purement scientifiques, ils les ont juste fait quitter la gravité de la planète de Kaio, je pense, et ils sont tombés à travers les nuages, jusqu'en enfer. Comme pour la problématique de Frieza, qui fait mine d'être réglée sur la planète Namek, ici le scénario nous règle celle de l'escadron spécial, en l'envoyant en enfer. À cette occasion, on retrouve Mezu et Gozu, les deux Oni que Goku avait croisés dans l'épisode 13 de la série, mais étonnamment, 2 ans après leur première apparition, ils ont désormais de nouvelles voix. Malheureusement, avec ces deux personnages, ça ne cessera d'arriver. Pendant ce temps, sur la planète Namek, Piccolo est grièvement blessé en tentant de protéger Goku. Petite différence avec l'œuvre originale, ici Piccolo plonge pour empêcher le Kikoha d'atteindre Goku, tandis que dans le manga, Frieza vise délibérément Piccolo et celui-ci s'écroule devant notre héros. Même résultat, mais pas du tout le même sens pour cette scène. Quelle version préférez-vous à ce propos? Après ça, Frieza s'en prend au meilleur ami de Goku, Krillin, et le tue froidement, sous les yeux de notre Saiyan impuissant. C'est alors qu'arrive le plus gros bouleversement que la série a vécu. Le héros au cœur pur que l'on suit depuis le début laisse éclater sa colère et ses cheveux noirs, si caractéristiques, se hérissent pour finalement devenir jaune doré. Ses yeux deviennent verts et son regard change du tout au tout pour celui d'un guerrier envahi par la colère. À cette époque, tout le monde avait en tête la légende du Super Saiyan qui apparaissait une fois tous les 1000 ans. Goku était donc pour nous le légendaire Super Saiyan qui réapparaissait après 1000 ans. Cet épisode se conclut par un climax totalement inattendu et n'en reste pas moins fort riche. Pas mal de rajouts puisqu'on a droit à ce qui se passe sur la planète de Kaio pour aérer un peu la tension, et on a aussi le point de vue de Bulma, au moment de la transformation en Super Saiyan de Goku. Vu qu'elle l'accompagne depuis le tout début de l'aventure, c'est pas plus mal de savoir ce qu'elle faisait à ce moment précis, moment du basculement pour Dragon Ball. Après tout, ça reste l'héroïne du début. Cet épisode magnifique n'empêche pas quelques erreurs, comme ici avec l'eau qui est bleue alors que dénuée de colorant cette eau devrait être verte puisqu'elle reflète le ciel. Ensuite, après être tombé en enfer, jusque dans le lac de sang, Jis et Burta n'ont plus leur auréole sur ce plan, alors pourtant qu'ils les récupèrent juste après. Et Krillin est lui aussi magicien car il a réussi à réparer les dégâts sur son armure de combat sur ce plan. Enfin, cet épisode marquait non seulement la deuxième mort de Krillin dans Dragon Ball, synonyme de mort définitive quant à qu'un dragon, et la première apparition du Super Saiyan. Le 12 juin 1996, Pan fuguait, là de ne pas être considéré à sa juste valeur par Goku et Trunks durant ce voyage spatial. Alors que nos héros doivent faire une halte sur l'UDZ, une planète désertique sur laquelle se trouve une Dragon Ball, la jeune fille en profite pour se barrer. Mais elle est rattrapée par Gilu qui la sauve de justesse de l'attaque d'une sorte de fourmilion géant. Harijigoku Modoki en japonais. Cette bestiole gigantesque vit sous le sable de la planète Ludeze, comme le fait le Sarlacc dans les planètes de l'univers de Star Wars, comme Tatooine ou Felucia. Puis, vu qu'on parlait de signification des noms, le nom de la planète Ludeze est une anagramme modifiée de Deluzé, je sors, je me barre. Ah ouais, donc clairement ça indiquait la fugue. Cet épisode est aussi marqué par la toute première apparition du général Rild. Tout comme Blue ou White dans Dragon Ball, il s'agit d'un shogun, donc d'un général. Et son nom, Rild, est l'anagramme de Drill, percé forêt. Compte tenu de ses capacités qu'on découvrira plus tard, ça fait sens. Vu comme il pète la tête de Dolteki aussi, on peut dire qu'il déconne pas le gars. Cet épisode à l'atmosphère chaude et poétique est aussi l'occasion de remettre le focus sur Pan, héroïne de la série et principale guerrière. Sa relation conflictuelle avec le robot Gilu évolue aussi dans cet épisode jusqu'à se transformer en réelle amitié. De plus, cet épisode 15 et toute l'ambiance désertique qui s'en dégage a été inspiré par 7 illustrations de Toriyama Sensei produites à l'occasion de la promotion de la série. On retrouve d'ailleurs la sensation d'intense chaleur qu'on ressent dans l'épisode, et le premier ending Hitori Janai présente également un plan de nos héros dans le désert. Par ailleurs, les espèces de fourmilions géants semblent avoir été créées par Toriyama, puisqu'on en voyait sur cette illustration couleur, et le nom initial de cette planète devait être Kara, une modification du mot japonais Kara qui signifie vide, puisqu'il s'agit d'une planète désertique. Toriyama Sensei nous révèle ces informations dans le Weekly Shonen Jump numéro 52 de 1995. Le 12 juin 2016 débutait officiellement l'arc Trunks du futur avec l'épisode 47 de la série Dragon Ball Super. 23 ans après la fin de l'arc Cell, Trunks du futur revenait dans l'histoire au sein d'un arc qui deviendra le plus populaire de DBS.
Et pour cause, il y a de l'enjeu, et il y a des morts. On perd Bulma du futur dès le début de l'épisode. Alors pourtant qu'elle avait survécu toutes ces années, échappant même aux humains artificiels. Et en fin d'épisode, on pense aussi perdre Mai du futur. Un épisode terrible, mais qui n'est pourtant pas dénué de passages plus légers, comme les passages qui concernent Goku et les autres sur Terre. D'ailleurs, avec ce passage où Goku et Piccolo sont forcés de cueillir la salade, c'est à se demander si cette mise en scène forcée n'a pas été créée pour faire un clin d'œil aux fans et donner quelques indices sur l'identité du fameux nouvel ennemi, Black, comme le nomme Trunks. Ouais, car la laitue, c'est Lettuce en anglais, et quel Saiyan porte un nom de laitue? Te laisse. Teles, c'est bien ça, qui est donc l'anagramme de Lettuce. Apparu dans le troisième film DBZ en 1990, il s'agissait d'un Saiyan maléfique qui avait une apparence semblable à Goku. Ce qu'on aura ici, avec la révélation du nouvel ennemi, Goku Black, en fin d'épisode. Le tout présenté avec son thème associé pour cet arc, la naissance de Zamasu fusionné, présent sur le premier CD de la deuxième OST de Dragon Ball Super. C'est d'ailleurs à partir de cet arc que le compositeur Norihito Sumitomo commencera à être validé par les fans. En même temps, avec des thèmes comme ceux que vous venez d'entendre, il apparaît clair que cet arc bénéficie d'une vraie ambiance musicale qui lui est propre. Le 12 juin 1990, pile un an avant que Goku ne se transforme en Super Saiyan dans l'anime, était prépublié le chapitre 278 du manga au sein du Weekly Shonen Jump numéro 28. Bon, j'aurais clairement voulu plus de réjouissance pour finir ce chrono, car là, ce chapitre nous laisse penser que Gohan va mourir. Après, fausse alerte, comme avec Piccolo dans l'épisode 95 de DBZ. Ouais, mais bon, Krillin est bien mort ce jour-là, lui. On aurait dû mettre Krillin meurt et Pan fugue pour l'anniv de Léo, en guise de titre. Ouais, j'avoue, je vois que le négatif. Alors que ce chapitre est pourtant fort, hein. Déjà, Toriyama Sensei nous prend à contre-pied en nous faisant vraiment croire que Gohan va mourir ici. Même la cover, si jolie, associée à ce titre, nous laisse penser qu'on va devoir dire adieu au fils de Goku. Le texte que l'on retrouve sur sa version prépubliée nous dit « En vérité, je voulais devenir un grand savant ». La fin du chapitre joue sur ça aussi, puisqu'avec la nuque brisée et sa force de combat qui tombe à zéro, ça semble fini pour Gohan. Cependant, bonne nouvelle! C'est le moment précis où le vaisseau capsule de Goku arrive sur la planète Namek. Et autre bonne nouvelle, Frieza n'a pas pu invoquer le dragon de la planète Namek. Ne sachant pas comment faire pour faire exaucer son souhait, il va devoir se diriger vers deux forces indiquées par son scouter afin de faire cracher le morceau au Namek. On pouvait se douter qu'il s'agissait du Grand Doyen et de Nail, puisqu'elles ne sont que deux et côte à côte, mais c'est de toute façon précisé par la narration. L'animé choisira carrément de nous l'illustrer. D'ailleurs, puisque tu parles de l'animé, le coup de pied presque fatal de Rikum sur Gohan a plutôt bien été adapté dans la série, car dans le manga aussi, la scène est dénuée de texte, elle est presque sans son. Comme Véronique. Avec seulement les onomatopées. Ce chapitre marque donc non seulement la défaite de nos héros, mais l'espoir renaissant avec toujours l'inquiétude de qui arrivera à quoi en premier, ainsi que la précision d'une information capitale pour ceux qui veulent réunir les Dragon Ball, les envahisseurs ne pourront pas faire exaucer leurs souhaits sans l'aide des Namek. À cette occasion, on voit le précédent chef de village tué par Frieza, juste avant sa toute première apparition dans le manga. Ce chef de village n'est pas nommé, mais avec Meuli et Tsuno, c'est le seul autre que l'on connaît dans la série. Hier, on vous avait demandé quelle anecdote vous aviez préférée, voici deux commentaires sélectionnés. Il y a tout d'abord Tommy Johnson qui nous dit « Mon anecdote préférée est celle du début de l'arc des dragons maléfiques. Cet arc représente à lui tout seul l'expression « on récolte ce que l'on a semé » et résulte à une nouvelle recherche des Dragon Ball qui est cette fois bien plus lourde de sens que toutes les précédentes. » Puis Ludwig ajoute « Mon anecdote préférée, celle du voyage à Bali de Toriyama. Voir comment ses expériences influent sur son récit nous immerge un peu dans sa vie et permet également de nous faire découvrir des facettes de notre planète incroyable. » Il y a eu énormément de bons commentaires, merci beaucoup. C'est toujours très dur de n'en sélectionner que deux, seulement il faut que tout rentre dans la vidéo. N'hésitez pas à nous dire laquelle vous avez préférée aujourd'hui encore. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Chronoa Times. Matane.